puis vous filmez ma canne unique au monde. Elle est belle. Non, mais elle est moulin à prière. Elle est bénie en tant que moulin à prière. Et alors, vous voyez, elle est pas comme les cannes perpendiculaires comme ça. C'est super. Oui, ça fait plaisir. La vie est très simple et heureuse, dans le fond. Et que il y a à le dévoiler. Il y a une phrase de Victor Hugo dans l'art d'être grand-père. J'aime beaucoup ce livre, il y a plein de perles. L'espace aime. Et quand on arrivait devant les maîtres, on voyait que l'espace était plein d'amour. Et cette plénitude, c'est ce qu'on appelle la vacuité, parce que c'est vide d'autres choses. J'avais une amie qui est morte en 1310. Elle a été brûlée place de l'Hôtel de Ville. Elle s'appelle Marguerite Porrette et je l'avais découvert, pour ainsi dire, en 75. Non, pas en 75, que je dis, en 57. Grâce au père supérieur des Chartreux qui avait, et ne savait pas qu'elle s'appelait Marguerite Porrette, mais il y avait un livre, un traité, ça s'appelait Miroir des armes simples anéanties. Et j'étais allée au musée de Chantilly, fait des démarches incroyables de papier, de paperasse, pour avoir accès à ce miroir, ça s'appelle un miroir autrefois, qui était un traité qui n'avait pas été brûlé à Valenciennes comme toutes ces affaires. Un an avant d'être brûlé, ils ont brûlé son livre. Elle a été brûlée par 21 corps ecclésiastiques pour faire un cadeau au pape. Dans son miroir des armes simples anéanties, c'est en vieux français. Mais il y avait marqué dans les marges, note comme c'est merveille. Donc j'ai réussi à déchiffrer quelques têtes de chapitre. Imaginez une tête de chapitre. Comment cette arme au-dessus des vents, au sommet des montagnes, c'était inspirant. Comment cette arme dans l'océan de joie. Comment ceux qui n'auront pas obéi à la perfection, parce qu'on les appelait les parfaits aussi, comme les cathares, on les appelait les parfaits, c'était une béguine. Comment ceux qui n'auront pas obéi à la perfection seront soumis à l'encombrement d'eux-mêmes jusqu'à leur mort. Magnifique. Il n'y a qu'à enlever l'ego, il n'y a qu'à yoga. Donc, ce qui est extraordinaire quand on rencontrait ces maîtres, c'était que on était dans un autre espace, dans cet espace de pureté, de paix, d'amour, qui est on reconnaît que c'est notre nature et qu'on est malheureux de ne pas le reconnaître. Alors maintenant, il y a tous les tableaux, vous savez, je suis un peu vieille, hein. Il y a tous les travaux de Mind and Life. J'ai assisté à quelques séances à Dharamsala, et les moines disent aux savants, merci, grâce à vous, la société va accepter ce qu'on fait depuis des milliers d'années. Donc, je suis absolument ébloui par ces travaux scientifiques de Mind and Life que fait par exemple Mathieu, de ce livre qui dérive d'un bouddhiste qui connaît ses travaux et qui a écrit le Buddha Brain, le cerveau du Bouddha. Évidemment, pour les jeunes qui n'ont pas envie d'une religion, hein, qui en ont peut-être un peu marre de toutes ces guerres de religion surtout,
c'est très bien de voir que scientifiquement, c'est prouvé que la méditation guérit, le fameux livre de David Servan-Schreiber est magnifique de faire avancer comme ça la médecine. Mais c'est vrai que avec un guide, comme dans le début de Dante, hein, il cherche un guide, il trouve Virgile. Hein. J'étais dans une forêt obscure, vous savez mieux que moi, parce que la voie droite était perdue. Hein. Donc il cherchait un guide. Donc moi c'était mon cas, j'étais perdu dans une forêt obscure. Et puis, voilà, il nous amène par l'intelligence du cœur, par cette révolution du cœur, justement, que j'avais essayé de faire en 68. Pour l'instant, ce qui a été fait, hein, parce que le Dalai Lama, 17 ans après, parlait de la révolution du cœur en France, devant des milliers de gens. Donc, si vous voulez, ma parano, mon ego, c'est que ce souhait vraiment profond et intense a fait son chemin. Donc, si je peux dire quelque chose, c'est ça. Trouver un guide, parce qu'on est dans une forêt obscure qui, en ce moment, a beaucoup de ronces, sauf ceux qui enlèvent les forêts, ce qui les coupe, qui en coupent trop. Et puis, comme les gens sont de plus en plus intelligents par le mental, qu'ils ont davantage encore de cortex, évidemment, ils développent d'une façon intelligente l'erreur. Quand j'avais été critique d'art dans l'Observateur, j'avais dit quelle créativité, on dirait des asticots sur un fumier. C'est une certaine créativité aussi. Alors, ce que je peux dire des maîtres est très, comment dire, très réduit, puisque je sais par le petit bout de la lorgnette. Hein, je vois par le petit bout de la lorgnette, ils sont en immensité. Alors, je ne veux vraiment pas juger, je peux vous raconter en effet quelques anecdotes, c'est vrai. Oui. Mais tout de suite, on s'aperçoit que le temps n'est pas la même chose. On a l'impression que c'est un temps avant. Ils vous ont connu toujours, tu voyez. Et que les meilleures choses de nous-mêmes, c'est pas nous-mêmes, c'est pas une personne. C'est qu'on a l'impression que le sol s'ouvre, qu'il n'y a que du ciel. Donc, vous voyez comment dire, on peut le dire par la poésie, mais scientifiquement, scientifiquement, oui, on a cet instrument, comme vous avez votre caméra. Donc, regardons certaines scènes, c'est vrai, oui. Et par exemple, comme Yorim Poché, qui était irrésistible, puisque tous ceux qui sont venus ses disciples. Par exemple, je suis restée la première année parce que j'avais demandé quelle était la signification du dorje, le diamant, la foudre, ce qui on appelle le diamant parce que c'est celui qui est plus dur que tous les autres et qui ne se raye pas, qui raye le verre, mais que le verre ne raye pas. Il y est resté un an. Bon. Au bout d'un an, on était un ami qui vient et puis qui me dit ta fille attend un bébé. Alors, il restait 3 jours, je demande à Rinpoché, donnez-moi une bénédiction pour elle, elle attend un bébé. Il dit, oh non, non, elle n'attend pas un bébé. C'est son ami qui habite chez elle qui attend un bébé. Et en effet, j'avais laissé ma chambre à sa vitrinaire, une amie danseuse hindoue que j'avais rencontrée chez Béja. Et c'était elle qui attendait un bébé qu'elle a appelé du reste Siddhartha. Et donc, voilà, quelques mois après, il vient me voir, où je passais devant mon ermitage, et puis il me dit, voilà, Ruban, votre fille attend un bébé. Je lui ai dit, ah bon, merci, je vais lui envoyer. Et je suis un peu inquiète quand même d'elle, il me dit, elle pourrait se jeter par la fenêtre, il ne lui arriverait rien, je la protège. Pas je la protège, elle est protégée. Et c'était vrai, elle attendait en effet à ce moment-là un bébé. On vivait, si vous voulez, c'est pour donner un petit exemple, ou bien quand on a construit le monastère, un ami, Luc, qui descend du premier étage, et, parce que quand Yorim Poché construisait
chaque matin, il donnait des directions aux ouvriers. Il avait construit déjà 13 monastères. C'était un monastère où? À Darjeeling. À Darjeeling. À Darjeeling, ça a été en fait un des premiers, sinon le premier, monastère que les réfugiés tibétains ont pu construire. C'était au-dessus d'une villa qu'on avait trouvée parce que on n'aurait pas eu de permis de construire autrement. Et alors, tous les jours, étant donné sa grande science, d'abord sa grande science générale, mais de construire un monastère, il disait comment il fallait faire. Et Luc descend de la terrasse en disant « Les ouvriers ne peuvent pas faire de ciment parce qu'il pleut. Est-ce que vous pourriez arrêter la pluie ?» Alors, Rinpoche n'est même pas déplacé, il a fait une petite prière, la pluie s'est arrêtée. Ils ont fait leur ciment, puis au bout d'une demi-heure, Luc est descendu, mais c'était naturel, c'était comme faites le café, faites le thé, vous pouvez remettre la pluie, Rinpoche. Et puis il a remis la pluie. Donc, si vous voulez, j'ai passé quelques années avec cette famille merveilleuse de Kangyo Rinpoche, sa femme et ses 6 enfants, dont les 3 fils sont ces 3 Bouddhas qui enseignent ici, tous les ans, qui font des retraites parallèles aussi. Ici en Dordogne. En Dordogne. Donc, comment vous expliquer? Je ne peux pas vous expliquer quelqu'un qui a un temps et un espace tout à fait gigantesque. Quand la première année, on n'avait pas de visa à Darjeeling, c'était le restrict daeva. J'ai fait 3 voyages. Et le deuxième voyage, ou le troisième, je ne sais plus, j'ai ramené des photos de l'Américain sur la Lune. Je me suis dit, Jigme Khyentse Rinpoche avait quoi, 4 ans, et ça va les amuser. Alors d'abord j'amène des photos, et regarder dans toutes les directions. Vous savez, les photos, ça peut être à l'envers, ou ça n'a pas d'importance. Le penser, ils avaient l'air de trouver ça dénué d'intérêt. Et Yon Shenna, la fille de Rinpoche, qui parlait un peu anglais, et moi qui parlais un peu anglais aussi, mais pas beaucoup. Elle me rend la photo, et puis elle me dit, ça ne nous intéresse pas. Je dis, pourquoi? C'était la première fois sur la Lune. Oh, Rinpoche va partout, la Lune, c'est pas très intéressant. Rinpoche va, il va partout. Donc oui. La Lune, c'est pas très intéressant. Oui, pour nous, occidentaux, c'est quand même un peu bizarre, mais ils le font tout le temps. Oui, c'est-à-dire qu'on y prend goût, comment dire, je ne vais pas dire qu'on s'y habitue, mais voilà, c'est comme ça. Ça devient vraiment le quotidien. On les voit pas voler, ils ne font pas des excentricités, hein. Mais on sent que quand il va à la ville, le monastère était un peu en dehors de la ville, enfin, de moins en moins parce que ça se construit tellement. Il dit, ah non, je vais chez l'orfèvre. Ah oui, il n'est pas là, il n'est pas chez lui. Il savait quoi, où il était. Bon. Oui, c'était ordinaire. Bon, ben, je ne vais pas voir pendant 4 ans, j'en ai vu des trucs comme ça, incroyables. Mais c'est pas ça le principal. Le principal, c'est que c'était une connaissance pour y arriver un jour. Non, ils vivent dans un espace énorme. Oui. Ils n'ont pas de limite, disons. Non, illimité. Et ils peuvent aider les autres. Ça, c'est le but. Voilà. Oui. Donc, ils sont authentiquement des maîtres. Et il n'y en a pas tellement, finalement. Donc, quand je suis arrivée, que je me suis mis à pleurer, que j'ai dit, s'il y avait... Oh, mais pourquoi est-ce que vous pleurez? Oui, après, je m'en suis voulu, je ne me suis pas polie, j'arrive, et puis je me mets à pleurer, là. Et oui, parce que je me disais, s'il y avait... C'était le début c'était en 68, n'est-ce pas? Première fois que j'y suis allée, je me suis dit, s'il y avait quelqu'un, une personne comme ça, en Occident... C'est vrai que j'ai vécu avec des intellectuels à Paris, les opinions valsaient, mais la nature de la pensée, j'étais vraiment déjà convaincue qu'il fallait retourner à la source de la pensée. C'est pas la peine de continuer à tricoter l'erreur. Et il fallait défaire tout, et puis la source de la pensée, même, je ne sais plus comment s'appelait-elle, Thérèse Neumann, je crois, qui a écrit « La vérité sera gardée dans les
plus hautes montagnes du monde. C'est peut-être un mythe, mais moi c'était mon idée. Dès l'école, je mettais un thé sur... J'avais une amie qui voulait aller à Tahiti, elle mettait le thé aussi. Et le soir, elle me disait, je viendrai te chercher, prépare ton petit ballot. Je préparais mon petit ballot déjà, j'étais en troisième, de 12 ans. Elle voulait aller à Tahiti, moi je voulais le Tibet. En présence d'un maître comme Kangyur, le cœur s'ouvre. Voilà. Tout à coup, la respiration devient un souffle d'amour. Et on respire, les gens respirent, c'est ça le principal. Ils expirent, Alors, respirez d'abord. Respirez cet amour. Donc, il y a une pratique qui est respirer toutes les souffrances du monde, parce que si on respire cet amour, on ne peut que constater de plus en plus avec les médias, ça grouille de souffrance. Quand on ouvre le poste, quelqu'un viendrait d'extraterrestre, il dirait quelle bande de fous. Ils n'arrêtent pas de s'entretuer en plus de leur catastrophe naturelle. Alors, dont souffrent les pauvres d'abord. Donc c'est vrai que le matin, moi j'ai tendance, c'est pour ça que je crois que j'ai de la tension le matin, voir ce tsunami de souffrance. Et j'ai la chance d'aller au stupa tous les matins. Le stupa, cette forme de Bouddha, cette forme de old paper, ça, les newspapers, ça donne toujours des informations terrifiantes. Mais là, ils mettent des mantras à l'intérieur du stupa. Ça a été fait d'une façon tout à fait traditionnelle. Ils mettent même des armes. J'avais un ami qui devait être nommé commissaire du nucléaire dans le Pacifique, Gérard Godet, ce saint homme qui est maintenant qui est reconnu comme un grand yogi comme ceux du Tibet. Hein. Il est mort d'une façon magnifique. Les maîtres ici étaient vraiment heureux de voir. On a eu confiance, tellement enthousiaste de voir comment il est parti. Là, c'est 8 jours en méditation. Et puis il y avait des arcs-en-ciel, puis il y avait tout ce qu'il fallait. Ah oui? Ah oui, c'était génial. Eh bien, cet ami, qui était polytechnicien, qui était des directeurs de la Forex, du pétrole, etc., qui a échappé à ces pétroliers criminels là, qui laissent leur cheminée de pétrole toujours en train de brûler. C'est ça qui fait le pire du carbone dans le monde. Donc il avait renoncé au pétrole, il avait renoncé à la terre armée, à une invention d'un de ses amis qui a maintenant toutes les routes et les ponts sont faits comme ça en Amérique et partout. Il a renoncé à tout ça, il a fait 3 retraites, c'est un saint homme. Eh bien, qu'est-ce que je voulais vous dire sur ça? Non, ok, il est mort d'une façon... Il est mort d'une façon merveilleuse, oui. Eh bien, il habitait juste en face le stupa, c'est le stupa qu'on avait construit pour Ramallah. Ah oui, alors je voulais lui demander, puisqu'on met traditionnellement des armes, des couteaux, des fusils, je voulais lui dire, mets donc une bombe atomique dans le stupa. En fait, il y a aussi des petites images de tous les animaux du monde, il y a des échantillons de toutes les plantes, si possible, des plantes du monde, des plantes médicinales. Donc ce stupa, qui a toutes les reliques aussi, les mêmes qu'à Bodh Gaya, hein, c'est pas très grand le stupa qui est là, de 300 mètres, mais il est plein, moi je dis c'est le cap canavéral de l'amour et de la paix. Hein, on fait le tour et tout va mieux. Donc tous les matins j'ai la chance de pouvoir faire des offrandes. Là en ce moment j'étais fatiguée, je ne faisais plus des offrandes, mais je faisais au moins le tour, au moins j'offrais une lampe. Offrir du feu dans tous les cœurs, oui, on a l'impression qu'on fait quelque chose avec ce stupa, c'est bizarre. Hein, verser de l'eau dans tous les cœurs. Il y a la rosée le matin, on voit les herbes, on se dit c'est tous les êtres. Il y a la vallée qui est là, on se dit c'est le berceau de l'humanité. Donc il y a les petits oiseaux qui
sont toujours très contents de dire oui, 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 parce qu'ils disent jamais non. Donc c'est formidable. C'est une activité vraiment magnifique qui m'est proposée. Je suis vraiment reconnaissante. So kind. Okay. Yesterday is et ça change l'énergie parce que vous voyez, quand on s'ouvre au bonheur, quand on accepte le bonheur, parce que bon, il y a le lâcher prise, parce que c'est le zen qui était à la mode. Mais autrefois, justement, du temps de Marguerite Porete, on appelait ça l'acceptation. Se soumettre à la perfection. Donc, à ce moment-là, c'est la même énergie. On est ouvert. Et pourquoi pas accueillir la douleur des autres si on est ouvert? On est ouvert au bonheur. Plusieurs personnes, amis m'ont téléphoné après les enseignements pour me dire « Oh, je suis en vacances, c'est beau, je suis tellement dans un endroit merveilleux. Oh, c'est dommage, j'aurais voulu pratiquer. » J'ai dit « Pourquoi tu ne pratiquerais pas avec des choses merveilleuses? Pratique avec un bon bain dans l'océan, pratique avec un jardin plein de fleurs. »
Et puis, une fois que tu seras bien ouverte à tout ça, ben, ouvre-toi à toutes les souffrances du monde, parce qu'elles sont là aussi. Mais ça serait simple d'accepter ce don. Acceptation de tout. Ah oui, mais c'est... Les enfants souvent me demandent hein, pourquoi les feuilles tombent à l'automne. Eh ben parce qu'il n'y aurait pas de printemps. Mais c'est magnifique, l'automne. Et c'est magnifique, le printemps. À faire accepter très tôt. On ne peut pas dire ça. Quand on va voir un bébé, on ne peut pas dire « il est joli, votre futur cadavre ». Mais il faudrait que les enfants sentent que c'est une merveille et que ça ne dépend pas forcément de la petite auto qui va être cassée. Faire passer la merveille à travers cette impermanence. Ça serait un programme d'éducation extraordinaire. Depuis longtemps, j'avais dit à Maurice Béjart qui devait déjeuner avec Lang, j'avais dit dites-lui qu'il faut mettre les philosophies en maternelle, après c'est trop tard, ils sont déjà loin de cet état d'enfance avant les concepts. Hein, il y a un livre, là, Le bébé philosophe, avant les concepts, avant les mots. C'est comme Vipassana, c'est une espèce de super conscience globale. Ils en ont une telle nostalgie que lorsqu'ils ont plein de, comme plein de savoir, pas de connaissances, plein de savoir, des histoires de crimes de tous les rois et de tous les gouvernements. La géographie, ils vont à n'importe quelle agence, ils voient tout ce qui se passe sur Terre. Si on leur apprenait ça, eh bien, peut-être qu'ils se drogueraient moins, et puis il y a tellement beaucoup de suicides de jeunes hein, ici. C'est le but aussi de Mind and Life, non? De oui. introduire une certaine forme de méditation dans l'école. Alors, je vais vous raconter une histoire de Mind and Life. Il y a une dame très gentille, très savante, qui avait inventé une petite machine qu'elle expliquait à sa sainteté Dalai Lama, qu'on mettait sur la tête des étudiants hyperactifs et stressés pour les calmer. Et toute cette exposition de son travail se passait pour le Dalai Lama, et derrière lui, il y avait un Bouddha avec un autre Bouddha sur la tête. Alors après, je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les Bouddhas, ils ont inventé aussi une machine. Une machine depuis des millénaires. Ils ont un autre Bouddha sur la tête, et ce Bouddha a un autre Bouddha sur la tête, qui a un autre Bouddha sur la tête. Et la bénédiction, ça tombe évidemment dans l'iconographie chrétienne, c'est le feu, hein, la Pentecôte. Mais dans l'iconographie tibétaine, c'est la bénédiction qui nous arrose, qui nous pénètre. Et c'est le feu de l'énergie qui monte. Alors, c'est vrai que quand on voit par exemple, j'aimais bien lire les récits d'un moine au mont Athos, eh ben, c'est juste le contraire. Vous voyez, c'est le feu qui tombe la Pentecôte, et c'est l'eau des larmes qui monte. Or, si l'eau des larmes qui déborde, ma grand-mère disait pleure, tu pisseras moins, s'arrête ici. C'est merveilleux. C'est mettre la lune sous le soleil. C'est formidable. Vous voyez, des choses comme ça, si les gens peuvent comprendre des choses si simples, c'est la simplicité. Voilà. C'est penser, c'est méditation, Mathieu a écrit la méditation. Il y a plusieurs, il y a Rinpoche tout à fait authentique, qu'il cite, comme Mingyur Rinpoche, comme Gyaltsen Rinpoche. Je ne sais pas quoi dire. Vous l'avez bien connu, n'est-ce pas? Je suis débordée de toutes parts. Oui, je l'ai bien connu, non pas bien comme Mathieu qui est resté 13 ans. Écoutez, Mathieu est resté 13 ans à ses pieds, nuit et jour. De Dilgo Khyentse Rinpoche. Il est resté aussi longtemps avec Kangyo Rinpoche, qu'il l'aimait comme son fils. C'était formidable de voir Mathieu. Il était allé un an avant nous tous. Hein. Il est allé comme une flèche. C'est ça très curieux aussi. Les adultes, quand ils venaient voir les Rinpoche, des fois, ils se posaient des questions. Un enfant qui allait voir un maître, souvent, puisque j'étais cuisinière au site de Khyentse Rinpoche à la sonnerie,
je voyais entrer des familles. Puis les parents sortaient en disant, oui, qu'est-ce que c'est que qui est ce maître, etc. Puis les enfants, pouf, ils avaient tout compris. Hein. Ils avaient ressenti Ouais, ouais, le cœur. ouais, ouais. Oui, pour les Occidentaux, je me souviens, hein, je saute hein, Nigo Khyentse Rinpoché dans sa chambre, torse nu, il avait 2 mètres, un peu impressionnant comme ça. Et il y avait quelqu'un qui travaillait pour un dictionnaire, qui venait savoir quelque chose sur le bouddhisme. Monsieur qui venait de Paris, comme ça. Et quand il est entré, Nigo Khyentse Rinpoché était en train de lire ses prières. Et puis, le monsieur demande, quand quelqu'un entre dans la chambre du maître, est-ce qu'il voit son passé et son avenir? Il a seulement levé les yeux, il a dit « Ray », c'est-à-dire « oui ». Écoutez, je vous assure que le type, il était... J'ai cru qu'il recevait la foudre. Il est parti. Il n'a pas demandé son reste. Il a eu peur. Ah oui, il a eu un choc. Hein. Il a dû lui envoyer une bombe. Là. Au fond, vous avez fait un long voyage, n'est-ce pas? Je vois pas que... Je me dis, si j'étais au paradis, est-ce que je serais plus heureuse? Je crois pas. Non, c'est merveilleux. L'impression que les souhaits ont fleuri. Oui. Plutôt des fruits même que des fleurs. Mais c'est un long travail, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ben, c'est un travail au début, c'est vrai. Parce que coup de frein au mécanisme, aux automatismes. On est habitué à des tas de trucs. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile au début. Alors, mais attendez, mais ils sont tellement bons, nos maîtres. Quand Gangyo Rinpoché, j'avais la chance donc, de m'asseoir en face de lui, là, tranquillement. Au même niveau, vous savez, c'était pas du tout des rituels. Et méditer, c'est-à-dire, tout à coup, les portes s'ouvraient, l'espace s'ouvrait, l'espace aime. Et puis, au bout d'un moment, et à un de mes voyages, il me disait d'aller chez le voisin, qui lui avait prêté sans doute un petit réduit pendant quelque temps. Donc, il me dit, au lieu d'avoir 3 heures avec lui, de 4 à 7 par exemple, à 4h30, il me disait, allez, à côté. Bon. Eh bien, c'était fini à ce moment-là. C'est idiot, hein, j'étais en face de lui comme en face de vous. C'était le paradis. J'allais là-bas. Ah, c'est presque, je pourrais dire presque l'enfer, parce que ce monde de paradis, c'est l'enfer. Eh bien, c'était comme une maman oiseau qui apprend à ses petits oisillons de voler. Puis au bout d'un moment, au bout d'une heure, il faisait ouf. Ça paraît vraiment simple, hein. Alors donc, si vous voulez, il nous a donné son trésor, le trésor le gourou intérieur, quoi, le soleil intérieur. Une fois, je me souviens, je lui ai dit en rentrant, j'ai dit, vous savez, j'ai senti le soleil monter dans mon cœur. Il a dit, oui, bon, qu'il y reste. C'est vrai qu'il a fallu. Maintenant, heureusement que j'ai 88 ans, parce que chaque jour, j'ai l'impression de comprendre un peu mieux. Et comprendre, c'est quoi? Prendre avec. C'est-à-dire ne pas prendre, quoi. Laisser. Il n'y a plus rien à faire. On a envie de danser. C'est pour ça que je peignais, du reste, parce que comme j'ai la technique, bon, j'avais du pinceau là. En ce moment, je suis trop fatiguée, je suis un peu intoxiquée de 70 ans de térébenthine. Et j'ai la commande de ma vie, en plus, faire 8 mètres sur la vacuité au Bhoutan, dans un nouveau temple. Ah, mais ça c'est bien.
Il faut que je rajeunisse un peu. Ah non, mais Non, vous savez, je suis pas d'un coup. Non, Donc il me faut 24 heures d'énergie, et puis voilà. Mais c'est vrai que j'ai fait 150 mètres carrés quand j'avais 45 ans. J'aime bien les grands formats. Et puis du reste, même il y a 2 ans, on m'avait demandé un triptyque à Shanghai. Ces mêmes amis, du reste, qui vont beaucoup au Bhoutan et qui ont beaucoup de dévotion. Et il m'avait demandé un triptyque il m'avait promis de refaire le toit du monastère de Darjeeling. Parce qu'il y a des pluies terribles et les peintures étaient abîmées. Alors je lui dis, bon, bah, je te fais un triptyque et toi tu fais le... Vous voyez, moi, mon marché de l'art est très très spécial. Hein. Et toi, tu paies de refaire le toit. Donc j'ai commencé par panneau, parce que là, les 8 mètres aussi, je le ferai par panneau. J'ai fait 3 mètres, j'en ai fait 2 dans la même journée. Mais quand je commence, moi, après, c'est l'énergie qui sort, voilà. qui sort. Et vous faites de la pratique, évidemment, tous les jours. Bon, vous savez, je suis vraiment pas, je suis paresseuse maintenant. Hein. Je les appelle. Mais je me réjouis. Mais tout est pratique chez vous maintenant. Ben, j'ai l'impression que c'est ça ce qu'il faut, en tout cas. Moi aussi, j'ai l'impression, en étant avec vous, que vous êtes vraiment dans votre cœur, oui, complètement. Ça va, ça va. Je me sens très bien. Moi aussi. En étant ici avec vous. Vous savez, ça s'épuise, hein, l'ego, quand même. Si on peut épuiser ce que disait Marguerite Porete, si on pouvait viser cet entraînement de l'esprit jusqu'à ce que ce soit l'espace de nos maîtres qui vivent en nous. Qu'est-ce qu'on va rester avec ces vieux trucs? Et puis il disait aussi, par rapport à la psychanalyse, parce que nos amis Desjardins avaient un maître qui était un peu psychanalyste védantin, et disait, de reste, ça a été dit aussi par Thich Nhat Hanh, étudier la nature de l'eau plutôt que la forme des vagues. La nature de l'eau, vous savez, un jour j'ai rigolé en ermitage à Darjeeling en pensant à mes amis psychanalystes. Je me suis dit, mais ça n'a aucune profondeur, c'est la même nature de l'eau à 200 mètres au-dessous des vagues que des vagues. On est là avec nos vagues, oh cette vague ça doit être le biberon que m'a donné ma mère dedans. Tout ça, vraiment. Et peut-être que le bébé, enfin dans la mesure de son karma, c'est-à-dire génétiquement ouvert, a cette conscience plus large que beaucoup de gens cherchent dans Vipassana. Il y a une nostalgie, il y a un refoulement spirituel certain, plus important que les refoulements dont parlait Freud. Il y a vraiment un refoulement spirituel. Pourquoi il se suicide, pourquoi il se drogue? Et puis le but, ce n'est pas d'analyser, chercher tout le temps des causes, etc., mais c'est de toucher la souffrance et si possible, de la laisser aller. Oui, si, mais pas tout le temps de travailler avec le mental. Rechercher la cause, mais la cause, justement, elle est en profondeur. Ce qu'en a fait, cette profondeur, ce qu'en a fait la mentale, c'est-à-dire les vagues, ce vent de confusion qui est le karma. Une fois qu'on touche une fois qu'on saisit le goût, le goût, le goût de la nature de l'eau. Ah ben, je suis en train de nager dans l'océan. Le goût, on ne peut pas expliquer l'océan à quelqu'un qui ne l'a jamais vu. C'est un goût, c'est ça ce qui se passe. Alors ces initiations, j'en ai reçu quand même beaucoup. Hein. Alors même si je ne les ai pas comprises, c'est plus intéressant. Vous voyez par exemple l'acupuncture, c'est un autre réseau. Il y a un réseau spirituel, ce sont ces divinités, ce sont ces énergies. Alors si on vit avec ces énergies plutôt qu'avec
son estomac si on est gastronome, ou, ou si on aime trop les plaisirs sensuels, ben, c'est pas forcément ce qui est important dans le corps humain. Il faut réorganiser l'énergie. Et le maître vous le donne tout de suite. Quand on tombe amoureux, ben, l'énergie se réorganise. Hein. Il y a des choses qui se passent, des dopamines qui montent. Alors, ben, vous voyez, un maître vous fait sentir ce chemin en vous, des énergies qui pourront être solaires, simples, naturelles. Quand on voit le don de la nature dans une fleur, le dernier sermon du Bouddha, c'est une fleur. On est encore mieux qu'une fleur. Mais on est aussi naturel qu'une fleur. C'est à notre niveau. Et c'est aimer, mais sans attachement. Ben oui. Libre. En fait, il n'y a pas à aimer, c'est que de l'amour. Récolter des fleurs, c'est tout. Même pas les récolter, les voir, les vivre. Alors évidemment, la crise, hein, ça remonte loin, hein, Adam et Ève, dans la Bible. La dualité, je crois que nous sommes séparés. Alors voilà, ben, je trouve que votre gilet, il est bien, je suis jalouse, je vais essayer de le prendre parce qu'il m'irait bien. Multiplier ça par 7 milliards. Jalousie, compétition et agression. À la base, j'ai cru que j'étais séparée de vous, mais forcément mieux du reste. Alors, a-t-il écrit sur l'altruisme? Oui. Scientifiquement, il peut le prouver aussi que le nihilisme du 19e siècle, qui a eu tant de succès, hein, un nihilisme mortifère. Poussière, tu entends la poussière, bah, tu de la poussière, le non-né, néant, des gens comme Sioran, j'ai connu des gens comme ça, des mondains, ils peuvent avoir des génies comme Beckett, mais à quoi ça sert, hein? Non, Ionesco par exemple, j'avais déjeuné un jour avec Ionesco, et lui il avait du cœur. Je l'ai aussi bien connu, Ionesco. C'est vrai? Oui, oui. J'ai fait un film d'une heure avec lui. C'est un homme chaleureux. Ah oui, oui. Merveilleux. Oui, oui. Un homme sûrement très profond. Oui. Ouais, ouais. Avec sa femme. Ah oui, sa si petite gentil. femme. Oui, oui, très gentil. J'ai déjeuné, j'avais une amie roumaine chez qui j'habitais. Ah. Je ne l'ai pas connue vraiment, mais et il me disait, je crois en Dieu, mais je ne comprends pas la souffrance des enfants. Oui. Vous voyez? Et c'est vrai que c'est une toute autre approche dans le bouddhisme, puisque nous sommes responsables de nos actes d'une façon très très précise, minutieuse. On les retrouvera. Ça fera bon. Si on met un noyau d'abricot, on ne récoltera pas une banane. Ça, c'est sûr. Enfin, c'est des choses de base. Oui. On pourrait peut-être parler un petit moment, si vous voulez bien, de vos voyages. Vous avez été au Bhoutan, vous avez été au Tibet, est-ce que vous pouvez... Oui, moi je suis la plus mauvaise voyageuse possible parce que quand je vais dans un endroit, je m'assieds puis je bouge plus. Je suis le contraire d'un touriste, vraiment. Mais enfin, quand même, j'ai suivi Mathieu et donc Dilgo Khyentse Rinpoche, dont il était si proche, au Tibet, par exemple. Ah. Et c'était un voyage magnifique. C'était en quelle année? C'était juste avant qu'il... bien sûr, en 90, je crois, oui. Et on était une quarantaine, et on allait, en fait, pour l'inauguration du grand monastère, le premier monastère de Guru Rinpoche, Samye, magnifique monastère.
Et encore un souhait que je faisais quand je voyais les gravures sur Samier, de connaître ce monastère de Pema Sambhava. Et puis, bref, on est donc arrivé à Samier. C'était déjà plein. C'est pas le téléphone arabe, c'était le téléphone tibétain. Il y avait plein de Tibétains qui arrivaient. Et c'était une garnison quand même de Chinois. Ils ont commencé à se dire qu'est-ce qui se passe. Et quand on est arrivé, les Tibétains étaient déjà tout pleins. Alors ils nous ont pris comme ça presque par-dessus leur tête pour nous mettre en avant. Et c'était tellement content qu'on dise des prières en tibétain. C'est la première fois, ils se disaient, on est reconnus, on est soutenus. Donc on a eu cette cérémonie par Digo Khyentse Rinpoché. J'étais vraiment bien comme ça, placé. Ils se bousculaient pour avoir la bénédiction. C'était un tel enthousiasme général. Oui. Mais alors, quand on avait à sortir, pour une raison matérielle compréhensible de cause à effet, on ne pouvait plus rentrer parce que les Chinois nous ont parqués. Et puis, ils ont chassé Digo Khyentse Rinpoché du Tibet le lendemain. Et on s'est dit au revoir à Lhasa. C'est la dernière fois que j'ai vu Khyentse Rinpoché. Et nous avons continué notre chemin. Mais cette bénédiction à Samier, on a pu visiter quand même le monastère. C'était extraordinaire. Oui. Je ne suis pas montée tout en haut. En haut, on voyait le monastère. Et c'est un endroit très béni aussi. Alors, donc notre petit groupe a continué. On a fait beaucoup de pèlerinages magnifiques. On est allé à la grotte où Kagyu Rinpoché a vécu 2 ans. C'est une grotte qui est peut-être à peu près la largeur de cette chambre. Et c'est le précipice, il y a de 2000 mètres. Il y avait un endroit où était né son fils de Tulku Rinpoché, qui s'était du reste effondré, on ne voyait plus. Et là, il a élevé, ils sont élevés aussi, plusieurs de ses enfants. Alors j'ai demandé nous étions avec la fille aînée qui avait à ce moment-là une dizaine d'années et il y avait des plus jeunes. J'ai dit mais c'était très dangereux d'être à 2000 mètres comme ça pendant 2 ans avec des bébés. Elle a dit we were very naughty. Et il descendait quelquefois dans la vallée pour donner des initiations, comme Kagyu Rinpoché. C'était un endroit très impressionnant. Nous sommes allés aussi dans une grotte où était Yishe Tsogyal, la compagne de Rinpoché. Nous sommes allés dans le village où avait été Amala jeune, qui avait été détruit. C'est presque aussi grandiose que le Potala. Elle était une grande famille, elle avait un palais en ruine. C'était vraiment terrible de voir ce village en ruine, ce palais en ruine. Il paraît que beaucoup de jeunes tibétaines, de femmes tibétaines s'étaient jetées, du reste, plutôt que d'être souillées par les Chinois. C'était très, très pathétique cet endroit. Vous avez bien connu le Bhoutan, n'est-ce pas? Alors le Bhoutan, j'ai eu la chance d'être invité par Digo Khyentse Rinpoché. Et donc j'ai suivi pendant quelques mois. Moi je vois 1 an, mais je n'ai pas calculé. Mathieu dit que c'est moins que ça. Et j'avais la chance d'avoir des amis qui connaissaient bien le roi défunt, l'ancien roi, et qui recevait le fils, qui a été aussi roi, mais qui a déposé pour une démocratie. Donc, qui le recevait pendant qu'il était au
en études, il faisait ses études en Angleterre, il le recevait. Donc, si vous voulez, la reine m'a pris en amitié. Et puis, moi, j'aimais bien lui parler de la légende, de Merlin l'Enchanteur, du roi Arthur. J'avais l'impression de revivre une légende. Hein, la première fois que je suis arrivée, c'est Gokien Rinpoché, je le trouve devant ce décor extraordinaire, avec comme des ciboires en or. La reine, au moment de cérémonie, lui donnait ses bijoux, mettait les plus belles tankas. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de vitre aux fenêtres. C'était... J'avais l'impression de revivre le Graal. Alors je lui en parlais. Et puis comme elle avait été élevée aussi dans une pension religieuse, elle a entendu parler vaguement des légendes. Donc j'ai eu un séjour formidable. Le matin, elle m'envoyait un jeune homme de la cour, avec j'en avais beaucoup qui l'entouraient comme ça, et avec un panier pour les pique-niques et une mule. Et puis je faisais des pèlerinages. Je suis allée à Parotassan, le repère du Tigre. Et puis j'ai habité avec ceux qui sont des maîtres tout à fait authentiques maintenant, qui, d'une manière moderne, donnent toute cette tradition très pure près de Khyentse Rinpoché. Tous ces jeunes, tout le coup, Dilgo Khyentse Rinpoché les réunissait. Moi, je me souviens par exemple du printemps, c'était peut-être pas le printemps en Occident, il y avait des pêchers en fleurs où les ours venaient, paraît-il, la nuit pour manger les pêches après les fleurs. Et il y avait Zonzar Khyentse Rinpoché, Digam Lodron Rinpoché, Kuzhime Khyentse Rinpoché, Namkenik Rinpoché, et Mathieu. Quelle chance! Alors, moi, j'écoutais sans comprendre, mais j'enregistrais, je me disais, je vois ça, je vis ça, c'est merveilleux. Et maintenant, ce sont des grands maîtres qui enseignent dans un style très, très, comment dire, transmissible, facilement transmissible, mais avec une qualité absolument authentique. Zonzar Khyentse Rinpoché, c'est lui qui a fait les films, plus souvent La Coupe, Voyageur, Magicien, etc. Et qui donne un enseignement magnifique. Et j'ai eu la chance de les connaître quand ils avaient 14-15 ans, et comme j'étais un seul occidental, ils aimaient bien que... Au premier abord, un jour, il m'emmène à Punakha en jeep, et puis ils mettent les Beatles. Je dis, qu'est-ce que c'est que cette musique? J'ai tellement étonné que je ne connaisse pas les Beatles. Ben, je venais d'ici, et je n'entendais pas tellement les Beatles. Je ne sais pas qui c'était. Puis alors je les taquinais, je leur disais, mais arrêtez de donner des biscuits dans les offrandes, donnez plutôt votre Toyota. Et puis vous pouvez l'écraser, votre Toyota. Il y a des artistes en France qui écrasent leurs voitures. C'est ce qu'il disait. Oui. Alors ben, ici, ça les impressionnait. Ils disaient, qu'est-ce que c'est que cette bonne femme? Je disais, vous pouvez brûler une de vos télés. C'est chez la reine que j'ai vu la première fois la télé. J'ai vu les 7 samouraïs. Et eux, ils regardaient la télé, quelquefois 5-6 films le soir. Et ensuite, ils baillaient pendant toute la journée. Et les voir ça à côté de chez moi. Alors je dis, bah oui. Et je leur envoyais ensuite des cartes postales des voitures écrasées du César. Et puis il y avait aussi un artiste qui brûlait les télés. Donc, voilà, on disait ça les épatait. Ils étaient tellement amicaux. C'était des jeunes gens aussi. C'était des jeunes gens aussi, voilà. Qui apprenaient à vivre. Voilà. Et puis la reine, elle m'emmenait dans des écoles pour montrer qu'il y avait une occidentale qui était devenue nonne et qui
qui disait ses prières en tibétain à tous ces jeunes qui n'avaient qu'une envie, c'était de partir en Occident. Quelquefois, il avait, vous pourriez me ramener un appareil de photo la prochaine fois. S'imaginer que je pouvais, on avait plein les poches. Mais c'était encore le bout de temps merveilleux. Hein. Ah, oui. C'était comme une grande famille. Hein. Ça m'est arrivé de me perdre une fois au crépuscule. J'étais un peu embêtée parce qu'on disait qu'il y avait des ours et puis qu'il y avait peut-être comment il s'appelait là, le Yeti. Le Yeti. Ah. Et que s'il vous poursuivait, il fallait le faire aller courir dans une pente. Si c'était un ours, il ne peut pas tourner brusquement. Donc, vous vous laissez poursuivre, et puis au dernier moment, vous obliquez en perpendiculaire. Donc, il ne peut pas. Et si c'est le Yeti, ses cheveux retombent sur sa figure dans la descente, il ne peut pas. Alors, donc, j'étais un peu craintive. Et puis, je rencontre une petite fille qui me dit « Oh, Annie, là-bas !» Elle me dit mon nom. C'est une grande famille. Je vais vous conduire, vous êtes perdus, etc. Ah oui, les gens étaient tellement adorables. Du reste, c'était une grande famille, parce qu'une fois par an, ils élisent un moine qui sera comme chez lui partout. Donc, il peut entrer, manger, dormir. Presque partout, on voyait sur la montagne, dans une vallée, c'était des yogis qui sont sponsorisés par une famille. C'est-à-dire une famille qui fait son riz, qui a ses pêches et ses pommes, et sur le toit, ses piments. Donc, qui est autonome. C'est comme, même s'ils avaient des esclaves dans les générations précédentes, c'était la famille. Ce n'est pas des esclaves, c'est la famille, un clan. Et dès qu'ils ont trop d'argent, ben, ils ne s'en servent pas de l'argent. Je voyais bien les cadeaux qu'ils faisaient pour les cérémonies. C'était des billets tout neufs, magnifiques, dont ils ne se servaient pas. Et puis quoi, ils apportaient, mettons qu'ils apportaient un sac de riz, et puis le soir, ils recevaient béni 1 kilo de pommes. Vous voyez, c'était merveilleux, quoi. De ce séjour au Bhoutan, j'ai retenu que Dilgo Khyentse Rinpoché disait en enseignant tous ces jeunes Tulku qu'il leur donnait tout. Et en fait, ces jeunes Tulku, ils ont tout remis à plat, à frais. Ils ont revécu, ils ont pratiqué, ils ont fait des retraites, ils ont tout revécu la tradition à notre époque, d'une façon nouvelle. La façon d'enseigner est extrêmement fraîche, vivante. À l'occidental aussi, comme était Trungpa Rinpoché par exemple. Donc je les admire énormément. Je suis très heureuse de les avoir connus à ce moment de l'adolescence, où ils avaient des premiers contacts comme ça avec l'Occident, par des films ou par 2-3 personnes qu'ils voyaient. Alors évidemment, j'étais un échantillon un petit peu humoristique. Voilà ce que je voulais vous dire. Ils vous ont sûrement aimé. Je crois, oui, on a une amitié profonde. Du reste, l'un d'eux est mon élève en peinture et il a 2 gros livres sur sa peinture. Maintenant, c'est une peinture plus influencée par l'Amérique, par Rothko, etc. Mais je lui ai appris toute ma technique. Et depuis, à chaque fois qu'il venait, chaque année, je lui donnais des cours. Et puis, il a eu des grandes expositions en Taïwan, en Amérique. Je peux vous... Je pourrais vous montrer. Même. Non, je peux vous demander son nom. Oui, Zigar Gondrul Rinpoche. Je vais vous montrer des albums de ces expositions. C'est bien au-dessus de ma carrière.
Ah, tu vois, j'ai fait un texte ici. C'est la photo Le Cartier-Bresson. Oui, de Cartier-Bresson, oui, oui. Et celle-là, c'est... Ah, c'est Ziegler Oui. embauché. Ah, si, il l'a fait ici, celui-là. Ah oui, ça c'est un peu votre... Ah bah écoute, je lui ai appris à peine, quoi. Regarde. Voilà, Et là- c'est le vôtre. Non, c'est lui qui fait ça. C'est lui. Ah. Oui, Là, quand même, il a un peu... C'est une inspiration un peu Oui. forte. mais c'est fort, mais c'est bien. Oui, oui, c'est bon. Voilà. On peut dire qu'il a très bien réussi en peinture. Mais c'est bien. C'est Oh, une je suis ravi. petite satisfaction, Oui. quand même. Mais on peut dire que tous, on peint chez moi. Parce que c'est un côté magique, hein, la peinture. Oui, oui. Ça sort comme ça. Et même le Pacho Campoché récemment, il voulait venir pour voir comment je faisais. Parce que presque tous ces jeunes maîtres, Joling Rinpoche, Ramjar Rinpoche, ils sont tous venus peindre. Ah oui. Ah oui, Mingyur Rinpoche même. Mingyur aussi. Oui, même Mingyur Rinpoche, il est venu peindre. Il faisait comme ça. Ah, tiens, j'ai fait. Oh, mais c'est un gendarme que j'ai peint. C'est amusant, c'est magique, tout sort comme ça. Et oui, il était venu pour voir comment je peignais, puis il regarde autour, et puis il y a quelqu'un qui lui dit, mais regardez, c'est fini. Alors il me dit, ah, vous allez me faire un tableau, alors dans ce cas. Et je l'ai fait, là, comme ça, vite, spontanément, quoi. Et il trouvait, après il est allé dire en faisant l'enseignement, ah, j'ai vu quelqu'un qui médite en peinture parce que c'est spontané, sa peinture. Alors il voulait que je fasse un chien qui court après des petites gouttes de lumière, tandis que le lion regarde ce chien qui court après, lui il est installé à l'intérieur. Alors j'ai peint ça. Mais ça les amuse, hein, de voir ça. C'est pas du tout, c'est le contraire de la peinture traditionnelle. Ah, tu peux peindre tout le temps, hein. Ça dérange personne. Mais évidemment, bien présenté, ça a plus d'allure. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, et il y a une grande vague qui déferle sur tous les phénomènes. En fait, j'avais envie de faire 8 mètres d'une grande vague qui descend du paradis d'Akanishta, avec des ouvertures pour le bouton. C'est pour ça que j'en avais fait plusieurs, j'en avais fait 5-6 comme ça, mais je les ai donnés. Il me reste que ce petit morceau. C'est le nouveau projet, le bouton. Oui, c'est pas pour juste un souhait, mais peut-être ça se fera, peut-être pas. Je suis peut-être déjà un peu vieille. Et en fait, je ne vais pas faire tout bleu, je vais faire ocre et bleu. Non, c'est ce qui me reste. Mais au fond, si vous permettez cette question, après une si longue vie, après autant d'expériences, autant de rencontres, est-ce que vous pouvez dire ce que vous avez atteint? J'ai rien atteint du tout. Je n'en sais rien, mon pauvre. Alors, je peux voir que Gérard Godet, on peut dire que c'est certifié parce que les géomètres ont dit il va très bien, il a l'illumination totale. Bon, bah écoutez, tout ce qu'on peut espérer, c'est qu'on a confiance dans nos maîtres et qu'on
on ne sera pas trop loin, mais de toute façon, même à travers l'espace, il n'y a pas d'espace qui compte. Si on a confiance, on a une dévotion. Alors, qu'est-ce qu'il avait, Gérard Côté? Il avait une grande générosité. Il avait le cœur pur, le cœur d'enfant. Vous voyez ce qu'il faut comme condition. Il était complètement modeste. Et il avait une dévotion totale. Et ce sont les maîtres qui font le travail, bien sûr. Ce sont les Bouddhas qui font le travail. C'est pas nous. Si on a confiance. Vous avez connu beaucoup de Bouddhas. Oui. C'est le même avec des figures différentes. Je pense que vous allez faire de rencontres magnifiques. Au ciel. On a des relations déjà. Ça va être une grande, grande fête. Mais j'espère. J'espère. Mais bon, il faut attendre son heure, quoi. Mais voyez, j'avais un chat depuis 17 ans, au moins, et il était même peut-être plus vieux. Et puis, les derniers temps, je ne le voyais plus. Il était dans les buissons comme les chats malades. Puis un soir, il vient, j'étais sur la terrasse, il ronronne près de moi. Je le prends sur mes joues, je me dis, bon, il va mourir hein, en ronronnant. Et puis, à 1h du matin, je suis quand même allée me coucher. Puis le matin, je vais voir, il était raide, mais raide comme du ciment. Hein. Bon, alors je téléphone à une amie en disant, on va faire un trou pour l'enterrer. Elle dit, oh, ben, je téléphone à Rinpoché, il est en Espagne. Tout le coup Pema, le fils de... Vous l'avez rencontré? Oui, oui, je l'ai rencontré. Ça me dit, ça devient inimaginable. Aussitôt qu'elle lui a téléphoné, le chat qui était raide comme du ciment est devenu complètement relax, avec des liquides qui sortaient comme dans les femelles. Alors on l'a enterré comme un saint. C'est Minou. Alors Minou, ben, il le connaissait parce que, ben, même s'il ne l'avait pas connu peut-être, mais parce qu'il venait tous les jours au stupa avec moi. Et quand Amala a disparu, il s'arrêtait devant son fauteuil. Amala, c'est la femme de notre maître, Kangyo Rinpoche. Ah, c'est la femme de Kangyo Rinpoche. Et c'est pour elle qu'on a construit ce stupa-là. Ah, voilà. C'est le stupa d'Amala, parce qu'il y a le grand stupa de Chanteloup, vous le connaissez. Non. Il faut que vous y alliez, parce qu'il est couvert d'or maintenant. Il est d'une beauté, si vous pouvez y aller en fin d'après-midi. Oui. Bon, vous aurez sûrement beaucoup d'aide. Écoutez, je prie pour ça et il faut vraiment pratiquer cette modestie et cette vigilance. On peut mourir en accident, et puis je suis loin d'être parfaite, hein. Je suis encore encombrée de pas mal de trucs. J'ai essayé de me délester quand même. C'est plutôt le côté artistique qui me gênerait le plus. Pourquoi? Ben, parce qu'on a tendance quelquefois à s'attacher à ces tableaux, mais je crois que j'ai résolu un peu ça, puisque je m'arrête souvent de peindre. Vous voulez dire que vous avez un certain attachement à... Oh, non, je crois plus, mais enfin, on ne sait jamais. Tous mes amis, et Mathieu me dit, oh maman, t'as pas dire. Oh ben lui, ses photos. Moi, j'en sais rien. C'est-à-dire que c'est une technique qui attire le détachement puisqu'on enlève. En principe. Mais voilà. Vous savez, des attachements profonds, on ne sait jamais si on n'en a pas encore. Et puis je suis une nature très orgueilleuse.
Et c'est très difficile de passer du masochisme à la modestie. Parce que j'ai été élevée 11 ans dans un couvent, chez des sœurs, quoi. J'ai entré un petit peu chez les dominicaines aussi pendant la guerre. Et c'est pour ça que j'étais contente d'être là, parce que c'est une vocation. Vous savez, pendant la guerre, on avait plutôt envie d'être au-delà de cette mêlée. Hein. C'est pour ça que j'étais chez Gurdjieff et que finalement, je m'intéressais à rien d'autre qu'à la danse que m'apprenait Gurdjieff et que j'apprenais aux autres. Parce que c'était ça qui m'intéressait plus qu'autre chose, et aller au Tibet. Pour en sortir de ces guerres et de ces enthousiasmes pour une utopie comme le communisme, le nazisme, et de voir les dégâts, le maoïsme, pour voir les dégâts que ça faisait. Alors, get to the end. Mais je pense que quand même votre peinture a été pour vous une façon de faire votre recherche intérieure, oui. Non? C'est oui. Votre langage, au fond. C'est mon langage. Voilà. C'est pas. Il n'y a rien de mal, oui, ni de bien, c'est votre langage. C'est mon langage. C'est mon langage, comme je respire. J'ai rencontré récemment Jean-Jacques Enseri-Boucher, et juste en passant, il me dit painting, et je réponds blessing. Oui. Il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui chantent. Moi, ça ne m'empêche pas de danser et de chanter, mais même quand j'écris, parce que j'essaie d'écrire un deuxième livre, ça on rééditera le premier, eh bien, à ce moment-là, j'ai envie de peindre. C'est vraiment mon moyen d'expression depuis bébé, quoi. La lumière a changé encore une fois. La lumière, c'est votre sujet. Ah ben, j'ai encore des nuages, mon cher. Vous savez, il faut pratiquer la vigilance jusqu'au bout. Et puis la dévotion, c'est la voie tibétaine, c'est la voie de la confiance dans le maître. C'est lui qui fait le boulot. C'est lui, c'est pas lui. Oui. Lui, c'est sa nature de Bouddha qui éveille la vôtre. À nous, c'est le travail de faire l'espace. Voilà. De s'ouvrir. Voilà. Exactement. Exactement. Une nonne bretonne avec un breton, avec un cheval breton. Oh, ben la tête, hein, le cou, la tête, et puis bon. Allez, Mathieu, d'un côté. Voilà. Oui, oui. Avec, Il lève le pied. Ouais, il comprend tout, il est intelligent. On peut lui parler.